Merci d'avoir bien voulu répondre présent à cette invitation pour ce lancement de notre plan stratégique. Je voudrais commencer par présenter nos panélistes un peu plus. Je voudrais commencer par Monsieur Senghor. Monsieur Senghor est le secrétaire exécutif du Conseil national pour la sécurité alimentaire. Il est actuellement en déplacement, mais il considérait que cet événement et la thématique avaient tellement de résonance par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ses intérêts et ce auquel il croit, qu'il a accepté de partager quelques mots, quelques réflexions en ligne avec nous. Donc, Monsieur Senghor, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, docteur, je vous entends bien et je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement bien. On aurait aimé vous voir sur le terrain, mais si ce n'est pas possible, nous comprenons. Je vais donc... on voulait commencer en parlant de l'action gouvernementale, mais quand on parle d'agriculture, on doit absolument entendre et mettre au centre les agriculteurs. C'est ce que Dr Hatt nous a dit, et c'est ce que nous faisons à IPAR avec le partenariat et la collaboration très rapprochée avec les organisations paysannes, notamment le CNCR. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir Monsieur Sall, Monsieur Najirou Sall, le président du CNCR, qui est également secrétaire général du réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest, l'Europa. Monsieur Sall, vous êtes un leader influent des organisations paysannes. Vous avez une expérience que nul ne pourrait mettre en doute dans la défense des intérêts de l'agriculture familiale. Mais au-delà de l'agriculture, vous êtes aussi un expert de ces organisations-là, du développement rural. Et je voudrais savoir, Monsieur Sall, comment est-ce que le CNCR et plus largement l'Europa se positionne par rapport à ces nouvelles stratégies que l'on voit émerger dans nos pays africains, ces stratégies pour la souveraineté alimentaire. Bon, merci, merci de penser à un acteur important de ce que nous sommes en train de discuter, c'est que ces organisations fédératives paysannes, qu'on soit au Sénégal, en Afrique ou au niveau mondial, globalement. La question qui est posée, c'est globalement, c'est quoi notre... Voilà, je serai peut-être... C'est quoi notre position, quelle est la position du CNCR ou plus largement du ROPA sur les stratégies de la sécurité alimentaire? Si je devrais m'arrêter à la question, je dis mais c'est une bonne stratégie. Voilà. Nous avons été nés dans les années 75 pour la seule raison, c'est pour pouvoir produire assez et produire pour nous-mêmes et par nous-mêmes et pour nos peuples. Nous l'avons rendu visible en 1996. Quand je dis nous, comprenez l'acteur paysan. Nous avons cherché à que ça soit acté dans les politiques agricoles. La première politique agricole de la CEDEAO, l'acte, dit effectivement, allons-y sur une finalité de notre région qui est la souveraineté alimentaire. Les États ont tardé à mettre des politiques dans ce sens. Qu'on soit rattrapé par des crises qui nous sont, nous tous acteurs, pour revenir sur la vraie question, on remercie. Je voudrais vous dire très simplement par rapport à si on s'arrêtait sur la notion. 90 à 96, on était très mal compris quand on parlait de la souveraineté alimentaire. Pas compris, on rigolait même. Ce n'est pas le plus important. La succession des crises, moi je dirais, qu'elles soient financières, sanitaires, climatiques, toutes les formes de crise ont prouvé qu'effectivement, une stratégie de souveraineté alimentaire, c'est ça qui va tenir. Au-delà. Nous avions des symboliques. On expliquait en disant, attendez, si on prend au Sénégal, évitons de rentrer dans un danger d'attendre du riz qui nous vient des bateaux. Ça, c'était...
Mais on a eu d'autres éléments qui nous ont amenés à... Mais moi, je ne vais pas m'attarder sur quelle est notre position sur ça. La position, c'est que c'est bien. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas? J'ai réfléchi ce matin en quittant Thiès en disant, mais la question qu'il pose, comment je vais la répondre? J'ai dit, mais je vais prendre 3 éléments essentiels. Une première alternance au Sénégal, c'est les années 2000. Pour accélérer les choses très rapidement, pour arriver à notre autosuffisance en ce temps, qui était cherché, les dirigeants politiques ont parlé de programmes spéciaux qui sera couronné par une Guana qui disait qu'effectivement, si nous acceptons, nous pouvons produire 1 million de tonnes de maïs dans un temps record. Les paysans que nous sommes, nous avons changé de stratégie très rapidement en disant, mais oui, la forte attente qu'on a quand on parle comme ça, c'est de dire quelle devrait être notre stratégie. Notre stratégie a été d'écouter. Pour y arriver, qu'est-ce qu'on devrait faire en termes d'instruments, en termes de financement, en termes de financement, de formation. Il y a eu, ça a apporté des efforts, ça a donné effectivement des résultats. Nous sommes allés dans une deuxième alternance où, en même temps, on est revenu sur l'accélération. Je suis en face de Dr Papa Blaisek, effectivement, qui a été au ministre en charge de l'agriculture du Sénégal, que je félicite d'ailleurs, qui disait que ces choses disaient effectivement, créons les conditions pour arriver à une autosuffisance en lien sur un certain nombre de filières. Les paysans, nous avons cherché en même temps de changer de stratégie. Nous sommes sur le projet aujourd'hui qui nous dit c'est la souveraineté, c'est la transparence. Nous sommes en train de changer. On est fatigué. La question que je pose aux chercheurs que vous êtes, sur quoi on devrait réfléchir pour qu'on ait des mécanismes durables qui permettent d'aller. Quand on change de régime, on continue sur certains éléments. C'est vrai, il faut reconnaître aux politiques qu'ils viennent pour faire agir les idées. Mais il y a un minimum, un consensus. C'est-à-dire c'est très fatigant chaque 10 ans de changer des stratégies pour se rattraper par rapport à celui qui est venu. Et c'est ça notre vie. Ça a trait à quoi? On arrivera à la souveraineté alimentaire si on règle la question durable du financement. Ce n'est pas compliqué. Docteur Ak disait tout de suite, il a utilisé la typologie, moi je ne savais pas que c'était même les termes qu'il faut utiliser. Mais très simplement, si je simplifie ce qu'il expliquait, c'est qu'on n'a pas une exploitation familiale agricole au Sénégal, on a des exploitations. Très simplement, qui peuvent se nourrir de ce qu'ils produisent, qui ne peuvent pas, qui essayent, qui peuvent y arriver, qui ne pourront pas. Nos limites en faisant ce travail, c'était d'interroger la recherche sénégalaise. En quoi on devrait approfondir? On est là, jusqu'à présent, sur ce débat. Ça poserait peut-être une question qui sortira de l'agriculture, je ne sais pas. Sur quoi on devrait amplifier? Mais si je résume ma première question, c'est de dire, oui, tout ce qui a été proposé en cours de route, ça a apporté des résultats, mais est-ce qu'en termes d'études, on peut penser à quelque chose de plus approfondi qui permette de proposer des mécanismes? Ça, c'est ma question. Parce que je suis devant un institut qui travaille sur ces questions de prospective. Et le deuxième élément, je ne veux pas rentrer dans vos termes, mais il y a 3 éléments essentiels quand même que j'ai appris par ma pratique. On va arriver à la souveraineté alimentaire si on produit beaucoup et bien. Si on a une politique claire, effectivement, de notre stratégie, de notre préférence alimentaire. Moi, j'ai toujours dit, fondamentalement, la question, elle n'est pas seulement comme on le pense, produire. Si c'est produire, moi je produis de l'oignon, 12, qui peut nourrir le Sénégal 12 mois. Pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui a manqué pour qu'on n'y arrive pas? Ce n'est pas seulement de produire. Et sur ça, nous avons pensé qu'il y a au moins des éléments essentiels sur quoi on devrait s'accorder. En premier, moi, je citerai
quels sont les mécanismes et les outils de financement qui s'adapteront à l'évolution ou à la typologie de ces exploitations qu'on est en train de dire. C'est pas réglé. Je vais tout de suite à la LBA, moi, que je produise 20 arts, que je produise 10 hectares, on a le même mécanisme. Hein. Sur le crédit de campagne. Moi, je pense que c'est sur ces éléments qu'on devrait un peu approfondir fondamentalement pour aider. Derrière tout ce débat, effectivement, il y a d'autres questions qui nous sortent. La question des intrants. Je lirai effectivement qu'elles soient chimiques, biologiques, organiques, globalement, d'une manière générale. Mais dans ça, j'attirerai mon attention sur un élément qui me semble être important. Tout ce que nous avons appelé comme semences hybrides. Je vais vous dire qu'en produisant de la tomate au départ, avec un industriel, j'avais une production effectivement en termes de tonnage. À un moment donné, on m'a dit non, quand tu prends telle semence, cette semence, on l'appelait 1 million. C'est-à-dire le kilo coûtait 1 million. Tu produirais 60 tonnes, 70. C'est après que je vais comprendre, c'est ce qu'on appelle les hybrides. C'est après que je vais comprendre ça. Bon. Parce que on me dit non, il faut l'acheter chaque année. Il faut avoir 1 million chaque année. Moi, j'avais appris à produire des tomates sans ça, à sécher mes semences et à les préserver. Et à vendre. Dans des petites échelles, mais je vendais. Derrière ce débat, il y a la question en même temps des OGM. Tout est lié. Dans ce débat un peu clair pour vous, pas très clair pour nous, qu'est-ce qu'on prévoit en termes de clarification, en termes d'études qui peut aider, qui peut conseiller? Moi, je pense que c'est les vraies questions aujourd'hui qui se posent à nous. Le troisième élément, c'est lié au comportement. D'ailleurs, sur ça, je félicite IPAR. J'ai lu une étude sur la consommation de nos céréales à un moment donné, qui est peu valorisée. D'ailleurs, je reste toujours sur cet élément. Qu'est-ce qui a manqué à nos citoyens pour qu'on ait une préférence alimentaire? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi? Concrètement. Sur quoi on devrait bâtir cette stratégie? J'en termine avec tout ça. Ça, c'est les experts qui me l'ont dit. Quand je pose toujours ce débat, on me pose une seule question, très simplement, quelle est la politique alimentaire de notre pays? En quoi? Sur quoi nous allons agir pour qu'il y ait une politique alimentaire? J'emprunte le mot, parce que dans vos réponses, moi, ce que j'ai essayé d'apporter, c'est en termes de questionnement, nous, producteurs, sur quoi? On est en des choses qui ne sont pas très claires à nos niveaux. Et sur quoi on voudrait avoir des éclairages. Et là, on n'a pas de choix. Sinon, c'est de partir chez les gens qui sont des docteurs en la matière. On va affronter ces gens, effectivement, dans nos propres pratiques, mais on partira sur ça. Moi, voilà, c'est en termes d'interpellation. Donc, si je devrais répondre à la question, mais c'est bien, il faut aller dans la street. D'ailleurs, et saluer les progrès dans ce sens. Il ne faut pas être nihiliste. Ça ne sert à rien. Saluer les progrès. Mais très rapidement, des questions se posent à nous fondamentalement. Dans ces jours, avec le nouveau gouvernement et le projet, on est occupé sur des questions plus pragmatiques en termes de transparence, en termes de mode de gouvernance, en termes de changer des organisations, en termes de changer de projet. Si chaque 10 ans, 15 ans, si on doit changer de gouvernement, c'est comme ça qu'on doit fonctionner, on va être fatigué, nous. Président Nagirou, je vais être obligée de vous couper pour être sûre de vous redonner la parole. En fait, c'est vraiment très intéressant. Quand j'ai posé la question de ces stratégies sur la souveraineté alimentaire, votre réponse, elle est claire. Il nous faut une politique alimentaire pour répondre aux besoins ou à la demande. Et la souveraineté alimentaire, c'est une demande du mouvement paysan de longue date. On parle de stratégie, comment on la met en œuvre, comment on passe de l'idée à
aux choses concrètes sur le terrain? Est-ce que c'est le financement adapté? Est-ce que c'est cette politique alimentaire? On va voir comment notre partenaire de l'USAID, Monsieur Dia, voit les choses au sein de son organisation. Monsieur Dia, vous êtes un expert en développement agricole, vous avez une expérience très vaste dans la gestion, dans la mise en œuvre de programmes sur les questions d'agriculture. Comment est-ce que l'USAID voit le développement des filières agricoles? Comment est-ce que vous soutenez ces filières agricoles-là? Et en particulier, quel est votre appui aux exploitations familiales? Parce que comme on l'a dit un peu plus tôt ce matin, quand on parle de développement agricole, on pense beaucoup à l'agro-industrie. Notre nouveau ministre de l'Agriculture a beaucoup parlé d'agro-industrie. Quel est le positionnement de l'USAID et quel est votre avis d'expert? Donc ça fait deux questions différentes, parce que le positionnement de l'USAID, c'est institutionnel, c'est un gouvernement étranger, etc. Et mon point de vue personnel peut être différent. Il faut que ça soit très clair. Des fois, il m'arrive de mélanger les deux casquettes. Les deux nous intéressent. Voilà. C'est quand c'est bien la réponse. Donc, souvent, quand j'ai cette question, au niveau de l'USAID, c'est clair. On a un focus sur l'exploitation agricole familiale, ça c'est clair, mais aussi sur l'entrepreneuriat, l'entreprise privée. Donc, on essaie de faire en sorte que les deux soient connectés et puissent coexister dans un rapport gagnant-gagnant, où l'exploitation agricole bénéficie un peu d'un accès à un marché ou à des services et qui pousse vers sa modernisation aussi. Mais en même temps, cela suppose des situations où l'entreprise privée, par exemple, il faut qu'on distingue l'entreprise à mission de service public de l'entreprise privée pure à but lucratif. Si une entreprise privée ne peut pas à la fois payer pour la structuration des organisations paysannes ou payer pour des formations pour qu'ils puissent fournir sa commande selon ses standards de qualité et en même temps être rentable, c'est compliqué. Donc derrière, il faut bien qu'on puisse distinguer l'entreprise qui fait ça et qui est privée devrait avoir un avantage quelque part dans le système de l'État par rapport à l'entreprise qui ne le fait pas et qui vient juste acheter et partir. Donc s'il a une mission de service public, cette mission quelque part doit recevoir de l'argent soit des bailleurs de fonds, soit de l'État pour que ça soit couvert. Maintenant, souvent, je commence ce genre de truc par des déconstructions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on croit comme évidentes. Par exemple, on parle de souveraineté alimentaire. Très souvent, on le résume à l'autosuffisance alimentaire, le fait de produire nous-mêmes. Et la première chose que je déconstruis, moi, très souvent, c'est de dire on a 250 000 hectares de terre irrigable multiplié par 5 tonnes, récolté 2 fois l'année. Ça nous fait notre consommation. On sera autosuffisant dans 3 ans ou dans 5 ans. C'est ce que les politiques nous vendent. Et c'est une chimère de le réussir dans les 3 ans ou dans les 5 ans. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se dise des vérités et qu'on progresse et qu'on fasse les projections soutenables par rapport aux moyens qu'on a et par rapport aussi aux réalités du terrain. Donc ça, c'est un peu sur ces questions-là sur lesquelles l'USAID travaille. Aujourd'hui, on a des infrastructures qui sont en place et qui ne fonctionnent pas. Donc comment faire pour que ça fonctionne? Comment faire pour que l'existant marche? On a des organisations paysannes qui ont un certain niveau de structuration. Les exploitations agricoles familiales ne sont pas tous au même niveau. Je pense que le professeur Hadj l'a très bien dit. Donc ce qui fait que sans un ciblage par type d'exploitation, des appuis, on peut même exacerber les inégalités. Parce que ceux qui sont les plus connectés au système vont recevoir beaucoup plus et ceux qui sont complètement largués et qui ont besoin de protection sociale ne vont rien recevoir ou même vont vendre aux autres leur part dans l'aide de l'État. Donc comment faire pour mettre en place un système qui cible, où l'agriculture travaille avec la protection sociale, où les plus vulnérables qui ont besoin d'une injection carrément de cash avec un suivi pour dire qu'ils ont passé à une autre étape, puissent avoir l'appui qu'ils ont besoin, et les autres aussi qui ont besoin d'une présence suffisante de certains intrants sur le marché, qu'on puisse trouver un moyen de faire qu'ils puissent y accéder. Donc c'est un peu cette différenciation aussi est à faire. L'autre déconstruction, il est lié au financement, aussi bien de l'État que des banques et du secteur privé. Au niveau de l'État, ce qu'on annonce dans les budgets, et après quand vous allez regarder la loi d'exécution, une fois que le budget est exécuté, ce que vous allez retrouver comme ayant été dépensé directement dans l'agriculture
est très petit. On est en dessous de 3%. Il y a beaucoup qui est fait dans des trucs sensibles à l'agriculture, des investissements sensibles à l'agriculture. Mais ce qui est directement fait dans l'agriculture, la loi de finances de l'exécuter, vous allez trouver que c'est moins de 3%. Donc c'est très petit en termes de trucs. Mais dans les projections, on trouve de gros montants. Et donc quand on fait les rapports là-bas, sans aller regarder ce que ça fait. Le deuxième, moi je suis, là je donne mon point de vue personnel, je suis contre le microcrédit. Je suis pour le micro-remboursement. Les gens n'ont pas besoin de petits montants. Donnez à quelqu'un 10 fois 50 000 francs, il sera dans du sous le bouki. Il va utiliser une dette pour rembourser une dette. Il sera dans ce cycle. C'est des stratégies de survie, ce n'est pas des stratégies de développement. C'est de la réponse humanitaire. Donc là-dessus, on veut que la personne donne à quelqu'un 500 000 francs d'un coup. Il s'en sortira mieux que de lui donner 10 fois 50 000 pendant 10 mois. Donc, ils ont besoin de rembourser à des montants supportables avec les intérêts sur le long terme pour pouvoir investir et changer de niveau. Mais si on est toujours dans des logiques où on dit on met des avec et on les appuie au niveau du village, ils vont faire, on vous donne 5 000, vous remboursez 5 500 à la fin du mois. Ça vous fait 10% mensuel, ça fait 120% annuel. Et après on nous dit les taux d'intérêt des banques sont élevés. Ça pose un problème. Parce que pour celui qui fait son business, c'est le même modèle. Il doit rembourser avec des intérêts. Et pourtant, la caisse villageoise lui met 120% annuel et la banque lui propose du 12% annuel. Il y a un problème qu'il faut qu'on voit un peu sur quel modèle on y va. La troisième déconstruction, c'est pour là où je travaille, en fait partie, les partenaires techniques et financiers. On transforme nos pays en un vaste champ de laboratoire où chacun fait ce qu'il veut selon son modèle sur sa paillasse. Donc, quand vous regardez la carte du pays, je l'avais sur la présentation de Alsan, mais quand vous regardez la carte du pays avec les différentes PTF et leurs interventions, on couvre tout le territoire national. Donc, aujourd'hui, l'État n'a pas un plan directeur par filière et par zone écogéographique pour dire tout le monde s'aligne sur ce plan-là parce qu'on veut cette transformation-là dans ce pays agricole sur cette filière-là. Et ceux qui viennent m'aider, ils s'alignent sur ce plan. Il faut que l'État ait cette capacité de pouvoir piloter lui-même le développement, la transformation de son agriculture en collaborant avec les acteurs locaux que sont les producteurs et le secteur privé. Et là, les bailleurs, on doit s'aligner. Mais on ne peut pas à chaque fois vous tenter un outil donné et après l'avoir expérimenté et dire que c'est passé maintenant à une étape où c'est pris, un autre bailleur vient et reprend le même outil et lui refait la roue. Parce que lui, il est au début, donc il va subventionner. C'est le cas typique aujourd'hui sur l'accès à l'information climatique, par exemple, à travers les startups digitales, où on dit la première saison, le projet paye pour le producteur, mais la deuxième saison, quelqu'un dans la chaîne de valeur doit payer. Le producteur ou en tout cas une entreprise qui a créé de la valeur à partir de ce qu'il a acheté chez le producteur. Mais on reprend la même chose. Après, dans la même zone, un autre bailleur va venir et dire, lui, c'est sa première année, il va payer la première année. Donc le même bénéficiaire pour qui un projet avait payé va payer. Vous venez dans un village, on vous met un périmètre maraîcher, 100 femmes qui se lèvent tous les matins, qui se trouvent dans le même périmètre. À la fin de la saison, quand ils se partagent, personne n'a 1000 francs. Pour moi, ce n'est pas du développement. Il faut aller appuyer. Pourtant, ces femmes-là, certaines d'entre elles, ont leur propre potager où elles se tuent pour gagner quelque chose. C'est là-bas où il faut les accompagner. C'est parce que c'est ça qui va dans la marmite. Et on veut que la situation de la famille change. Mais c'est genre de modèle où après, quand le projet s'arrête, ce périmètre ne marche plus. La première fois, c'est une ONG. La deuxième fois, c'est les AID qui revient, qui refait le grillage et le puits. Après, les AID partent, les Canadiens viennent. Après, les Japonais... Non, ce n'est pas du développement. Donc, il faut qu'on voit comment résoudre cette équation-là aussi, de l'harmonisation des approches et d'avoir des politiques claires là-dessus. Donc, en termes de changement de paradigme au niveau des approches de l'État, je pense qu'ils ont besoin de ça et au niveau des bailleurs, mais aussi de faire des objectifs réalistes en termes de projection, comme j'ai dit tout à l'heure, promettre ce qui est faisable. Voilà un peu en guise d'introduction, je ne veux pas trop... Merci Monsieur Dia. Vous poursuivez en déconstruisant aussi l'idée qu'on a du partenaire technique et financier qui arrive avec des modèles et peut-être un langage très polissé et châtié pour ne choquer personne. Vous dites les vraies choses. Déconstruire
le développement agricole ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Comment est-ce qu'on investit ou comment est-ce qu'on appuie l'investissement agricole? Il faut revoir les modèles. J'aime beaucoup l'idée du micro-remboursement et enfin revoir ce modèle de coopération avec des gouvernements qui sont à la manœuvre, qui pilotent les plans de développement et les stratégies de développement. Donc on a mis la table pour ce qui est de la production agricole, mais quand on parle de système alimentaire, on parle beaucoup de production agricole, mais on ne peut pas se limiter à la production agricole. On doit aller voir au-delà de cette production-là, qu'est-ce qu'on en fait, comment elle est consommée et comment elle est transformée. Et c'est pour ça qu'on a Madame Marie-André Tal avec nous. Elle est directrice générale de Fruital. Je sais que ce n'est pas sa seule casquette. Toute ressemblance entre les Madame Tal n'est que fortuite. Donc, Madame Tal, en plus d'être ma mère, est une entrepreneure accomplie dans le secteur agroalimentaire. Elle a occupé plusieurs postes dans des entreprises de transformation agroalimentaire. Elle a monté sa propre entreprise il y a un peu plus d'une dizaine d'années, Fruital, et elle a surmonté de nombreux défis et je pense qu'elle a une belle expérience à partager. Donc, Madame Tal, quels sont ces défis que vous avez rencontrés et parlez-nous de votre expérience, pas seulement sénégalaise, mais votre expérience africaine, parce que je sais que vous avez aussi dirigé l'AFEX. À vous. Eh bien, merci beaucoup. Oui, alors j'ai été présidente de l'AFEX, membre fondateur de l'AFEX, qui est une association, je précise, une association africaine d'entreprises agricoles et d'entreprises de transformation agroalimentaire. Alors tout d'abord, avant de répondre à la question concernant les défis, j'aimerais remercier l'IPAR de m'avoir invité, remercier l'IPAR d'avoir fourni à un moment donné une logistique à l'AFEX pour l'organisation de son assemblée générale, et remercier plus directement le directeur exécutif de l'IPAR qui, je sais, porte une attention particulière sur l'évolution de l'entreprise. Et puis, j'aimerais remercier tous ceux qui, dans la salle, connaissent et consomment les produits Fruital, en espérant qu'ils sont très nombreux. Alors, les principaux défis, j'ai parlé de manière générale et aussi parlé de mon expérience. Pour répondre directement à la question, je dirais que le premier défi est celui de l'approvisionnement en quantité, en matières premières de qualité. Pour moi, le développement de l'agriculture et celui de la transformation agroalimentaire vont de pair. Et tant que nous aurons des productions saisonnières, insuffisantes, de qualité très variable, nous n'aurons pas d'entreprise de transformation viable. J'aimerais faire une petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose dans la manière d'appréhender la situation qui oppose un peu le secteur privé aux agriculteurs, aux producteurs. Pour moi, je pense que cette distinction n'est pas juste, n'est pas saine, parce que pour moi, à partir du moment où quelqu'un, une personne, a un projet, consacre du temps pour réaliser son projet, recherche des marchés, s'investit pleinement pour dégager des revenus, pour moi, il s'agit d'un entrepreneur. Donc je ne comprends pas toujours la distance que le producteur peut avoir face à quelqu'un qui se dit entreprise privée. Et pour moi, il est important qu'on ait une approche plus entrepreneuriale de l'agriculture, et c'est comme ça qu'on va attirer les jeunes qui veulent s'investir dans l'agriculture. Parce que tant qu'on parle d'agriculture familiale, il y a comme des préjugés un peu négatifs sur cette agriculture familiale.
Je suis d'accord avec vous qu'il faut en faire la promotion, qu'il faut moderniser ces agricultures familiales, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de dichotomie, de différenciation entre ceux qui s'adonnent à l'agriculture, même dans des contextes familiaux, et ceux qui s'adonnent à l'entreprise, sachant, vous allez voir, comme je suis une PME, que beaucoup de PME agroalimentaires sont en fait des entreprises familiales. Alors, je reviens à mon sujet pour dire que les PME ont besoin d'approvisionnement en matières premières répondant à des normes de qualité. Chaque année, dans mon activité, nous avons énormément de mal à avoir des produits de qualité. Les producteurs nous disent qu'il y a des problèmes de semences. L'année où il n'y a pas de problème de semences, il y a le prix de l'engrais qui a augmenté, ou un hivernage qui a été difficile, ou des contaminations de la production. Donc, lorsque le docteur Ibrahim Hadj parle de moderniser l'agriculture et de donner des moyens aux agriculteurs pour qu'ils s'en sortent, ben moi, ça me parle. Parce que, effectivement, c'est ce que je vois. Je vois des gens qui sont dans la débrouille et qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Et je pense qu'à travers la contractualisation, les partenariats, les PME justement de transformation agroalimentaire peuvent entraîner les producteurs agricoles dans un processus de modernisation de leur système de production. Cela implique la mise en œuvre de programmes conjoints entre les PME agroalimentaires et les coopératives et les regroupements de producteurs, bien sûr. Et je suis d'accord avec M. Sall quand il dit quelle est la politique alimentaire du pays, parce qu'on se demande un peu où on va et on a l'impression que les producteurs, tout comme les entreprises agroalimentaires, sont un peu livrées à elles-mêmes. Mais le deuxième, on en a parlé, est celui du financement. Les PME ont besoin de ressources à court terme, mais également à moyen et long terme pour assurer leur développement. Or, actuellement, ces besoins ne sont pas satisfaits et les PME, dans leur majorité, fonctionnent sur fonds propres et sont limitées dans leur développement. Je vois un peu l'exemple de Fruital. Pendant de longues années, Fruital a fonctionné sur fonds propres. Alors, bon an, mal an, selon la disponibilité des matières premières, on pouvait justement avancer un peu, faire un pas en avant, etc. Et puis, le déclic, ça a été quand Fruital s'est jeté dans les bras d'un fonds d'investissement, mais qui a apporté justement des capitaux, une visibilité et qui va nous permettre de réaliser un projet de croissance. Mais le fonds d'investissement, tout le monde n'y a pas accès et comme l'a dit Monsieur Dia, les autres, ils viennent avec leur stratégie, leurs perspectives, leurs modalités, leurs critères. Ben, on entre dans ces critères ou on n'entre pas dans ces critères-là. Donc ça n'est pas vraiment la solution. Et actuellement, si je regarde ce qui se passe autour de moi, ben, les entreprises sont trop grandes pour le microcrédit et elles sont trop petites pour le financement bancaire. Pour la petite histoire, une entreprise comme Fruital, quand elle va à la banque, elle est dans la catégorie de la très petite entreprise. Mais pour le fisc, c'est une moyenne entreprise. Donc vous voyez que là, ben, il y a des problèmes et de vrais sujets. Donc je suis d'accord avec M. Dia concernant le microcrédit. Le microcrédit, et même maintenant on parle de nanocrédit. Ça permet peut-être de développer une petite activité, mais il faudrait qu'il y ait des institutions financières orientées vers le crédit à l'investissement pour soutenir le développement des PME, avec bien entendu des financements adaptés qui ne soient pas basés essentiellement sur les garanties. Je pense que l'appréciation du risque tel qu'il est perçu actuellement par les banques
n'est pas adapté à une vision de développement de la production locale et de souveraineté alimentaire. Et donc, il faut changer de manière de faire. On a beaucoup parlé de changement de paradigme, de déconstruction. Je suis d'accord avec ces termes-là, parce que si on continue à faire comme on le fait actuellement, eh ben, on n'y arrivera pas. Parce qu'une entreprise agroalimentaire, mais moi quand je dis entreprise, j'englobe toutes les entreprises, hein, depuis celui qui travaille seul, en famille, etc., etc. L'entreprise, à différentes étapes de son développement, eh bien, l'entreprise agroalimentaire a ses spécificités. Quand on produit des aliments, on doit reconnaître qu'il y a là une spécificité. Parce que, outre des matières premières de qualité, l'entreprise doit veiller à avoir des emballages adaptés qu'on ne trouve pas nécessairement sur le marché, qui sont importés, doit mettre en place des process exigeants pour assurer la sécurité sanitaire des aliments, doit obtenir des certifications. Actuellement, la certification coûte tellement cher qu'aucune petite entreprise ne peut prendre en charge actuellement une certification. Or, comment prouver qu'on fait de bons produits si on n'arrive pas à se faire certifier? Et puis, on doit aussi développer beaucoup de stratégies pour que nos produits supportent la concurrence des produits importés. Le docteur Hatch a tellement bien parlé de cette concurrence des produits importés que je ne vais pas revenir là-dessus. Mais là, il y a un véritable sujet si on veut vraiment promouvoir la consommation locale, la production locale et développer la production de matières premières locales, développer l'agriculture. Je vais m'en tenir là pour le moment. Approvisionnement, financement. Parce qu'on en parle beaucoup, on en parle tout le temps, mais le sujet n'a jamais été considéré comme il le fallait et les solutions apportées jusqu'ici ne sont pas des solutions qui sont vraiment adaptées à la croissance des productions agricoles et des productions de transformation agroalimentaire. Merci Madame Tall. Je voulais vous demander comment est-ce que vous envisagiez le rôle de l'agroalimentaire pour transformer les systèmes alimentaires, mais je pense que vous avez bien répondu à cette question dans les quelques mots que vous nous avez donnés. Ou vous voudriez ajouter quelques points sur le lien entre l'agroalimentaire et les systèmes alimentaires de façon plus large? Alors, bon, comme j'ai écouté avec attention le docteur Ibrahim Hatch, donc je pense qu'il a tellement bien situé les enjeux, et bien sûr qu'on a un rôle central, mais ce rôle central n'est pas reconnu. Comme l'a dit Monsieur Sall, eh ben, tout comme pour la production agricole, on ne sait pas trop quelle est la politique pour mettre en avant et donner un rôle central à l'agriculture et à la transformation agroalimentaire. Et bien sûr, bien évidemment, on a un rôle central parce qu'on doit mettre sur le marché des produits diversifiés, transformés localement, mais qui intègrent des enjeux nutritionnels et plus globalement de santé. On doit innover pour répondre aux besoins des consommateurs, mais voilà, comme je l'ai dit, les conditions ne sont pas réunies pour que l'agroalimentaire joue pleinement son rôle. C'est comme si c'était une évidence, alors qu'il faut vraiment s'attaquer à ce sujet-là, parce qu'il s'agit de nous nourrir sainement et de mettre sur le marché des produits qui soient accessibles à tous. Merci Madame Tall. Donc on a l'approvisionnement, le financement, avec l'idée de cette approche entrepreneuriale, que ce soit pour la transformation agroalimentaire, mais aussi pour l'agriculture qu'on a, l'agriculture familiale. Et enfin, la prise en compte de la spécificité de l'agroalimentaire, que ce soit sur les certifications, sur l'emballage, les besoins financiers très spécifiques.
quand on vous entend parler, on se rend compte que l'agroalimentaire, tout comme la production agricole, est dominée par des petites entreprises, des toutes petites entreprises, est dominée, on le sait aussi, par des femmes. Et c'est donc tout naturellement qu'on a voulu faire parler Monsieur Ngom, qui est de la Fondation Yolette. Monsieur Hussein Ngom est notre, on l'appelle programme officer, pour le programme qu'il finance à IPAR. Vous êtes un spécialiste en équité de genre, en gouvernance, vous avez une expérience de la promotion de politiques inclusives, oui. Comment est-ce que, à la Fondation Yolette, on prend en compte le genre et la gouvernance inclusive dans les programmes que vous mettez en œuvre, notamment en Afrique de l'Ouest? Et quelles seraient vos recommandations pour promouvoir plus d'équité de genre, mais pas seulement, une meilleure gouvernance dans nos systèmes alimentaires? D'accord, merci. Et je vais préciser que vous n'êtes pas un expert des systèmes alimentaires, mais vous avez une bonne connaissance quand même de ce qui se passe. Absolument pas. Je ne suis pas expert, mais je sais que les produits qu'on a là sont de très bonne qualité. Je vous remercie et au nom de la Fondation, je voulais d'abord partager notre appréciation plus que positive sur le travail que IPAR fait en tant que partenaire et vous dire que c'est un honneur pour nous de figurer parmi vos partenaires. À la Fondation, nous avons un grand programme qui est parmi les plus importants de l'organisation, qui s'appelle Équité de genre et gouvernance. Et dans ce programme, il y a un certain nombre de stratégies qui traitent des questions de genre et d'inclusion. Mais je vais plus me concentrer sur deux de ces stratégies-là. Alors, il y a une stratégie qu'on appelle autonomisation économique des femmes. Alors, quand je vais lister les noms des stratégies, ça va vous paraître un peu loufoque, mais ça fait du sens, c'est parce que c'est traduit de l'anglais. Donc, la stratégie d'autonomisation des femmes, son objectif principal, c'est vraiment de promouvoir l'adoption, le financement et surtout la mise en œuvre de politiques économiques qui sont sensibles aux besoins, aux aspirations et aux priorités des femmes en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal constitue bien évidemment un pays prioritaire pour cette stratégie. Alors, pour réaliser cet objectif, on est intéressé par trois axes principaux. Le premier axe correspond effectivement à ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est-à-dire faire la promotion des travaux, des résultats de recherche et des données qui sont mises à disposition par les think tanks et les centres de recherche pour que tous ces éléments-là puissent aujourd'hui orienter des prises de décision en termes de politique macroéconomique sensible aux besoins des femmes. Et le second axe, comme vous le savez, il y a pas mal d'organisations de la société civile aujourd'hui, que ce soit des mouvements sociaux, mais surtout des organisations féminines qui font un travail de plaidoyer extraordinaire pour faire comprendre aux preneurs de décisions politiques que la question relative aux femmes est très importante, surtout dans les aspects économiques. Donc, cet axe consiste à vraiment promouvoir ce travail de plaidoyer pour que la société civile puisse avoir son mot à dire quand il est temps, par exemple, de donner une place prépondérante aux besoins des femmes dans les politiques et les réformes qui sont menées par nos gouvernements. Et le troisième axe, qui est très important à notre niveau, c'est que, comme vous le savez, l'essentiel de notre économie est jusqu'à présent, je dirais, financé ou influencé par des institutions financières internationales, par des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Donc l'objectif ici, c'est de faire comprendre à tous ces acteurs qu'aujourd'hui, il est temps de prendre en compte la spécificité des besoins des femmes quand il s'agit d'injecter des ressources ou de promouvoir des idées dans les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Est.
et surtout leur faire comprendre qu'ils doivent aujourd'hui partir des priorités qui sont définies indépendamment par nos pays et non des agendas qui sont dictés de l'extérieur. Donc ça, c'est la stratégie qui vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes. Il y a une autre stratégie qu'on appelle gouvernance inclusive. Donc à l'image aussi de la stratégie d'autonomisation des femmes, cette stratégie de gouvernance inclusive a pour cible uniquement les jeunes et les femmes. En quoi faisant? En essayant de promouvoir donc les efforts de ces femmes et de ces jeunes pour leur donner plus de pouvoir dans le sens de leur permettre, par exemple, de rendre les gouvernements redevables donc à leurs engagements, à leurs politiques, à leurs initiatives qui visent à répondre aux besoins spécifiques de ces populations. Et pour arriver à cet objectif, il y a toujours 3 axes qui sont à souligner au niveau de la stratégie de gouvernance inclusive. Le premier axe, c'est vraiment de doter de ressources et de capacités les organisations de la société civile, plus particulièrement les mouvements sociaux, les coalitions et d'autres types d'organisations qui travaillent dans l'atteinte de cet objectif spécifique. Le deuxième axe donc de la stratégie de gouvernance inclusive consiste à promouvoir des médias qui sont indépendants, qui sont pluralistes et qui sont libres pour faire 2 choses. La première chose, c'est de mettre de la lumière sur donc, les combats, les besoins, les priorités et les aspirations des femmes et des jeunes. Et en retour, de permettre à ces populations aussi de faire le suivi donc de tous les engagements qui ont été pris par les gouvernements pour répondre à leurs besoins spécifiques. Un troisième axe consiste également à, je dirais, augmenter et améliorer l'utilisation des données du gouvernement et des informations du gouvernement par ces populations ou bien par les organisations qui les appuient. Pour faire du plaidoyer qui soit informé par des données factuelles, pour faire de la communication, mais aussi pour faire de la sensibilisation. Et l'ensemble de ces programmes réunis qui interviennent en Afrique de l'Est et de l'Ouest injectent des millions de dollars chaque année et soutiennent des organisations de la société civile, des institutions de recherche, des think tanks pour faire ce travail. Alors maintenant, pour passer à la deuxième partie de votre question, Madame Tal, c'est-à-dire quelles sont les recommandations que j'aurais pour la promotion de l'équité de genre dans les systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. Je ne suis pas expert, mais je vais revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites déjà par Dr Hadj dans son allocution de cadrage. Alors, pour moi, et nous le faisons déjà à la Fondation, l'une des priorités, c'est de renforcer les capacités et de former les femmes. Il faut offrir des formations spécifiques aux femmes dans les techniques agricoles modernes, la gestion financière et l'entrepreneuriat. Je pense que tout ça a été soulevé, mais surtout aussi promouvoir l'éducation des filles et des jeunes femmes dans les disciplines liées à l'agriculture et à l'agro-industrie. Il y a un second groupe de recommandations qui porterait sur l'accès aux ressources, et je crois que ça a été aussi soulevé par différents intervenants dans la salle. Il faudrait faciliter l'accès des femmes à la terre, au crédit, aux intrants agricoles, mais surtout mettre en place des programmes de microfinancement, même si mon ami de l'USAID n'aime pas trop ce terme, donc des microfinancements qui soient spécifiquement destinés aux femmes, mais surtout aux femmes rurales. Ensuite, il y a peut-être une série de recommandations qui porteraient sur les politiques et les réglementations. Il faudrait peut-être réfléchir à élaborer et mettre en œuvre des politiques agricoles qui sont inclusives et qui prennent en compte les besoins spécifiques des femmes, en s'assurant que les lois sur les propriétés foncières, par exemple, reconnaissent et protègent les droits des femmes à posséder, à hériter des terres.
Une quatrième série de recommandations va porter sur le travail extraordinaire que font certaines organisations féminines ou certaines coopératives. Il faudrait peut-être renforcer leur pouvoir de négociation et surtout aussi leur accès au marché. Et faire la promotion des réseaux de femmes entrepreneurs pour partager les meilleures pratiques et les innovations. Parce que comme l'a dit madame, je pense qu'on est dans un secteur où on ne peut plus réinventer la roue. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont marché. Peut-être en faire le partage parmi ces organisations et ces coopératives. Une autre série de recommandations peut-être va porter sur la sensibilisation au changement des normes sociales. Je pense que si on en est là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment au niveau de nos croyances et de nos pratiques. Et il faudrait peut-être mener des campagnes de sensibilisation pour changer les perceptions et surtout ces normes qui limitent les rôles des femmes dans le secteur agricole. Et surtout impliquer les hommes et les leaders communautaires dans ces initiatives pour garantir leur soutien et leur compréhension, parce que ce n'est pas seulement une affaire des femmes, c'est une affaire de tout un chacun. Ensuite, il y aura peut-être une série de recommandations sur les technologies et les innovations. Je pense qu'il y a beaucoup de technologies agricoles et des innovations qui ont été développées et qui ont pour objectif justement de réduire la charge de travail des femmes et d'augmenter leur productivité. Donc il faudrait peut-être en faire la dissémination et le partage, et surtout utiliser également les technologies de l'information et de la communication pour fournir des informations agricoles qui soient accessibles aux femmes dans le monde rural. Peut-être une recommandation qui va dans le sens du travail que IPAR fait déjà, qui porte sur le suivi-évaluation ou plus généralement sur les données et les résultats de recherche, en mettant en place donc des systèmes de suivi-évaluation pour mesurer l'impact des initiatives donc sur l'équité de genre dans le secteur, collecter des données qui sont sexospécifiques pour informer les politiques et les programmes futurs. Et enfin, comme à l'image des objectifs de développement durable, je fais partie des personnes qui croient que rien ne peut se faire sans partenariat. Je pense qu'il faudrait collaborer avec les ONG, les institutions internationales, les agences gouvernementales pour soutenir les initiatives en faveur de l'égalité de genre dans le secteur agricole et dans les systèmes alimentaires, et surtout aussi impliquer le secteur privé dans la promotion de pratiques inclusives et durables. Donc pour terminer, je dirais que pour quelqu'un qui est originaire du Sine et qui a passé peut-être plus de 15 ans dans le Saloum, je pense et je peux attester que les femmes occupent une place centrale dans les systèmes alimentaires et les systèmes agricoles, de telle sorte que si on milite pour plus d'inclusion et plus d'équité dans ces systèmes, ce serait une façon peut-être plus directe d'impacter sur la sécurité alimentaire, sur la souveraineté alimentaire, sur la productivité agricole et par ricochet sur le développement économique de nos pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ngom. En fait, vous me donnez... Merci. Vous me donnez une transition parfaite pour ma prochaine question. On parle de l'apport des femmes dans les systèmes alimentaires. Il n'est pas questionné ni remis en question, mais on est toujours sur un rôle qui est un rôle de second plan, où elles ont des toutes petites entreprises, elles font de la micro-production, de la production saisonnière, on leur donne des micro-crédits, elles font du micro-jardinage, elles reçoivent des micro-financements. Et dans la veine de ce qu'on a dit dans le cadre de ce panel-là, je voudrais, Madame Tal, que vous nous donniez quelques recommandations issues de votre expérience sur comment faire de ce secteur qui est dominé par les femmes, qui est dominé par les petites entreprises actuellement, un secteur qui est rentable, un secteur qui est dynamique, un secteur qui fait envie même aux hommes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bon, c'est vrai, la transformation agroalimentaire est dominée par les femmes, qu'on appelle et qui s'appellent elles-mêmes des transformatrices. Moi, ça m'a toujours étonnée. Pour moi, c'est une catégorie qui est très réductrice, puisque à ces transformatrices, on propose du microcrédit, et comme l'a dit Laure, elles font des micro-investissements, elles ont accès à des micro-marchés, elles font du micro-jardinage, et finalement, dans leur majorité, elles restent cantonnées à des activités génératrices de petits revenus dans un environnement qui ne leur permet pas de croître. J'ai l'impression qu'il y a tout un vocabulaire pour les femmes qui sont dans ces activités qui est très réducteur et qui ne permet pas justement de bien comprendre la place que les femmes peuvent occuper dans la transformation agroalimentaire. Alors je pense que nous devons absolument changer de logiciel et changer notre manière de voir les choses. Les femmes ont une compétence distinctive en agriculture et dans la transformation agroalimentaire. Alors comment ça se fait que, malgré cette compétence distinctive, au lieu de valoriser cette compétence distinctive, justement, on pense qu'avec très peu de moyens, qu'avec rien, les femmes vont faire des miracles. Personnellement, chaque fois que j'entends parler d'un programme destiné aux femmes et aux jeunes, ça me fait peur. Je me dis, voilà, ça va être de petits investissements, des petits appuis, des petites formations qui ne vont rien donner et qui ne vont pas répondre aux attentes, surtout si on sait que, justement, les femmes sont au cœur de la souveraineté alimentaire. Donc, pour moi, c'est un problème. Il faut changer sa vision. Il faut que les femmes elles-mêmes soient beaucoup plus ambitieuses. Souvent, lorsque je discute avec des femmes, je trouve qu'elles ne sont pas ambitieuses. Elles ne rêvent pas souvent grand. Et elles se cantonnent à ce qu'on met à leur disposition. Et à leur disposition, il n'y a pas de politique ambitieuse, généreuse et pragmatique, puisque nous savons faire et qu'il faut nous donner les moyens pour que nous soyons beaucoup plus performantes. Alors, je rejoins Ibrahim Hatch dans ce qu'il a dit concernant les entreprises agricoles, la typologie des entreprises agricoles. Et moi, ma recommandation, c'est que l'IPAR se penche vraiment sur cette question. Les femmes transformatrices, comme on dit, mais qui sont-elles? Combien sont-elles? Est-ce qu'il peut y avoir une typologie des entreprises? Ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut vraiment se pencher sur cet entrepreneuriat féminin pour bien comprendre les dynamiques et bien comprendre comment les appuyer. Par, comme on l'a dit, je reprends les mots, des politiques ciblées avec des appuis spécifiques. Quels moyens donner aux femmes pour que leurs entreprises suivent une courbe de croissance normale, pour que les entreprises progressent, puissent passer à l'échelle, suivent une courbe de croissance et deviennent des grosses PME et pourquoi pas pour certaines de grosses entreprises industrielles. Et on n'en prend pas le chemin. Actuellement, ce que je vois, c'est quelque chose de tout à fait pas normal du tout. Vous avez des entreprises qui restent là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui sont toujours au même niveau. Et c'est la reproduction du même. Il n'y a pas beaucoup d'innovation. Et ça, il faut vraiment changer les choses si on veut donner aux femmes la place qui leur revienne. Et là, je ne vais pas donner plus de recommandations parce que je pense qu'il faut vraiment étudier le sujet et j'envoie la balle à l'IPAR en espérant que cette institution va la prendre au vol.
Je saisis la balle au vol pour rappeler qu'on a appuyé le ministère de la Femme l'année dernière pour les assises sur l'entrepreneuriat féminin. Il y a un rapport qui devrait sortir incessamment sous peu et ce rapport va être aussi le prétexte pour IPAR de lancer différentes études plus spécifiques. On me dit qu'on a Monsieur Senghor qui est maintenant connecté. On va en profiter pour l'écouter avant que le réseau lui fasse défaut. Monsieur Senghor, est-ce que vous êtes avec nous? Si vous êtes avec nous, je vais vous demander de donner quelques mots sur cette priorité que vous avez institutionnelle pour la sécurité alimentaire, mais surtout comment est-ce que vous la mettez en œuvre concrètement et comme on est sur la question des études, des données, comment est-ce que le SECNSA prend en charge cette question d'élaboration d'outils d'aide à la décision basés sur des données probantes. Donc je vous mets toutes vos questions en une fois. Monsieur Senghor, à vous. Eh bien, ça va être difficile, mais je vais essayer. En tout cas, merci de l'occasion que vous m'offrez. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui sont sur ce présidium et dont je connais certains. Vraiment, merci beaucoup. Je me suis arrêté, je crois que j'aurai pas de coup de fil. Si ça coupe, c'est parce que j'ai reçu un coup de fil, parce que je suis connecté à partir de mon téléphone. Bon, bref, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, le sujet est très intéressant. Il est au cœur de notre métier. En fait, ce que je reviens comme ça de supervision de ce que nous avons commencé à mettre en œuvre sur le terrain sont des exploitations familiales résilientes, avec un financement de l'Union européenne et de l'UEMOA. L'État également envisage de renforcer, de mettre à l'échelle ce type de modèle que nous avons commencé à mettre en place. Rapidement. Le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale de sécurité alimentaire que nous mettons en œuvre depuis 2016. Et au titre de cette stratégie, la vision c'est quoi? C'est qu'à l'horizon maintenant dans 11 ans, horizon 2035, tous les Sénégalais devraient avoir accès à une alimentation suffisante, de qualité, avec une capacité de résilience renforcée, surtout pour les ménages les plus vulnérables. Comme vous le savez, le SECNSA, sa cible sociale, ce sont les ménages, surtout les ménages les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. Et c'est notamment dans la mise en œuvre de cette stratégie que nous avons un sous-programme appelé Nouveau Terroir Résilient. Et dans cette stratégie, nous avons donc ces exploitations familiales dites résilientes. Et on est au cœur de la modernisation de ces exploitations. J'ai écouté des choses très intéressantes et je suis parfaitement d'accord qu'il ne s'agit pas de faire de la gnognoterie, ça ne marche pas, parce que c'est ce qui décourage les jeunes, c'est ce qui décourage les femmes. Et il ne s'agit pas non plus de mettre 100 femmes sur 2 hectares. Elles partiront de toute façon, elles ne vont pas rester parce qu'elles n'y gagnent rien. Et avec leur rationalité, elles calculent. Certes, n'ont que 1000 francs, elles ne vont pas rester. Donc je crois qu'il faut apprendre de ce qui n'a pas marché et puis aller vraiment vers ce qui aujourd'hui s'impose. Et les exploitations familiales, il ne faut pas les voir comme étant vraiment des petites exploitations où on travaille 4 mois dans l'année et puis le reste on se crase les bras. Non, il faut moderniser. Je vous dis 2 mots de ce que nous mettons en place actuellement au titre de la mise en œuvre de la stratégie. C'est quoi? C'est que, voilà, il faut cibler d'abord des ménages les plus vulnérables et les exploitations que nous avons financées depuis quelque temps et que nous suivons. Il y en a quoi? Il y a aujourd'hui, depuis 1 an, nous avons 15 exploitations familiales à raison de presque 20-25 millions par ferme. Attention, c'est pas pour mettre une clôture, mettre un puits et mettre des bassins. Non, il faut quelque chose de moderne, vraiment, de moderne, mobiliser l'eau à partir du solaire, diversifier le système de production, pas simplement de la production végétale. Sur 1 hectare, vous placez un ménage, minimum 4 personnes, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est le ménage qui travaille ou la famille. C'est d'ailleurs un des critères de base, sinon vous n'avez pas cette exploitation familiale. Il faut être là-dedans depuis un certain nombre de temps. Et donc on booste des personnes qui sont, et je suis d'accord avec l'autre qui dit, oui, il faut aller les trouver dans ce qu'ils savent. Et ce sont des femmes d'abord. Bon, toutes les exploitations que nous avons jusque-là
financés, c'est des dames, portées par des femmes, n'est-ce pas? Des ménages portés par des dames. Et je peux vous assurer que j'en reviens, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, je ne suis pas peu fier de ce que j'ai vu. Parce que les gens sont là, matin, midi, soir, ils en ont fait un domicile. Carrément, c'est une base vie. Parce que vous avez une maison, vous avez un magasin, vous avez un espace de production végétale, vous avez une serre de 200 mètres carrés, vous avez une sorte d'étable, et vous avez un poulailler. Donc, vous avez tous les systèmes de production qui se complètent. Très souvent, il y a un système qui supporte les autres en attendant qu'ils commencent à produire. Et vous avez de l'électricité en pleine brousse. Ils ont de l'eau. Donc il y a des conditions modernes qui font que les jeunes qui voulaient partir restent et la famille est là tous les jours. Donc ça, honnêtement, je crois que c'est par là qu'on peut effectivement lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. C'est comme cela qu'on peut contribuer à la souveraineté alimentaire dont on parle. Et la souveraineté, forcément, c'est un objectif. Bon, elle peut être thématique, mais bon, je crois que c'est en travaillant sur des modèles comme ça, en changeant complètement, en sortant des sentiers battus, que nous allons arriver à quelque chose. Et la ferme elle-même ne fonctionnera pas quand elle est seule. Il faut de la connaissance. Il faut de la connaissance dans les fermes. Et c'est pour ça que chaque ferme est, n'est-ce pas, arrimée à ce que nous avons appelé les unités mobiles de prestation de services agricoles. S'il n'y a pas un service agricole de proximité qui, à la fin, est payé par justement la ferme, ça ne fonctionnera pas et ce ne sera pas rentable. Ces fermes-là, je vous l'ai dit, ça tourne autour de 20-25 millions. Et je disais à l'époque à l'ancien chef d'État, je lui dis, écoutez, si de la même manière qu'on subventionne des tracteurs qui valent 30 millions, les subventionne à 70%, on subventionne des fermes, la quote-part payée par le ménage sera autour de 4-5 millions pour la ferme. Et les banques, notamment celles qui sont censées être des banques de développement, la LBA et puis je pense la BND et puis d'autres qui peuvent s'intéresser, parce qu'il faut le dire en passant, les banques aujourd'hui ne sont pas très friandes d'exploitation familiale, notamment financer le secteur agricole. Mais si on le fait, sur 5 ans, on subventionne des fermes, je peux vous assurer que dans quelques années, nous sortirons vraiment la tête haute et l'insécurité alimentaire sera derrière nous. Et je termine par cet arrimage indispensable entre la ferme et le service. Le modèle dit quoi? Le modèle dit quoi? Le modèle dit simplement que vous avez... Ah oui, je vois que vous voulez mettre le film. C'est 2 minutes, hein, c'est très intéressant. Vous allez avoir, comment dire, un témoignage sur le terrain de comment ça fonctionne. Et tout ce que la famille gagne dans la mise en œuvre de la production végétale, la production animale. Il y a même une plateforme de production piscicole avec des bacs, 6 bacs. Et je vous assure que vraiment les familles s'y retrouvent et chaque ferme impacte aussi 5 à 6 ménages. Alors quand cette ferme est dans un village, c'est tout le village qui est impacté, à la différence qu'il y a un responsable, c'est la famille. Et donc, ça a l'air de bien fonctionner. Peut-être qu'on va regarder en 2 minutes le témoignage. On ne vous entend plus très bien. On est en train de voir les images en même temps que vous parlez. Ça coupe. Les images, bon. Il faut regarder. Monsieur Senghor, nous ne vous entendons pas. C'est 2 minutes. Est-ce qu'on peut... Un témoignage de ce que je suis en train de dire, c'est bon. Je dis un film, c'est pas moi. Hein. La connexion a coupé vers la fin de votre intervention, mais on a eu l'opportunité de voir les images de ces nouveaux territoires, de ces nouveaux terroirs résilients. Et en fait, ce que vous apportez, c'est une dimension qui n'a pas encore été discutée aujourd'hui, c'est la question de territorialisation. Comment est-ce qu'on passe de l'exploitation au territoire et comment est-ce que les territoires s'intègrent les uns aux autres, puisque bien évidemment, tout ne se
sera pas produit partout dans le cadre de cette souveraineté alimentaire. Et ça, c'est aussi une question qui est vraiment d'intérêt pour IPAR dans son nouveau plan stratégique. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu mieux vous entendre. Mais le SECNSA, au-delà de cette expérience sur les nouveaux terroirs résilients, est aussi reconnu pour la façon dont les données qu'il produit chaque année sur l'état de la sécurité alimentaire au Sénégal. Et sur ces questions de données et de décisions, de politiques basées sur les données, je voudrais, Monsieur Najirou Sall, que vous reveniez avec nous et que vous nous donniez un peu plus d'éléments. Vous aviez commencé au début du panel, plus d'éléments sur ce qu'on peut faire, les institutions de recherche, IPAR et d'autres, pour appuyer les organisations comme la vôtre dans la transition vers des pratiques plus durables, dans l'appui pour le plaidoyer que vous faites. Merci beaucoup, merci pour avoir pris le temps de vous arrêter, de nous parler. Monsieur Sall, la parole est à vous. Moi, j'avais profité de l'introduction pour dire le tout, mais je vais répéter peut-être. C'est selon nos pratiques qu'on voit des choses, des questions qu'on voudrait, qu'on essaie d'interpeller en termes d'approfondissement, soit par des études, soit par des éclairages que vous avez déjà. Moi, j'ai dit, le processus en 20 ans déjà, sur chaque gouvernement qui arrive sur les mécanismes, devrait nous amener à approfondir qu'est-ce qu'on proposerait en termes d'études, quelque chose qui est plus durable effectivement dans ce sens. Ça peut aider effectivement à rendre plus fonctionnel ce qui est en train d'être fait, parce que c'est très fatigant quand même de changer à chaque fois, chaque 10 ans changer en termes de stratégie. La deuxième question que j'avais posée, effectivement, en termes de projection, c'est de se dire, au-delà de la question de la souveraineté alimentaire que nous cherchons, que nous apprécions nous tous, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir ou d'approfondir cette question sur la politique alimentaire? Si c'est oui, comment? Le troisième élément, c'est Ibrahim a introduit sur les différentes typologies effectivement des exploitations familiales en partant du processus au niveau de la France. La question que je suis en train de me poser, si je le lis effectivement, c'est de ne pas avoir cette compréhension d'ailleurs. Quand on parle d'exploitation familiale, c'est qu'on est en train de parler le plus pauvre, le plus démuni, le plus. C'est pas ça la France. On n'est pas seulement sur la question de la production, fondamentalement, c'est au-delà. Ça pose tout le débat sur la notion du privé même. J'ai toujours dit, mais le premier privé de ce pays, c'est l'exploitation familiale. Hein. Moi, je produis, j'investis de l'argent, je produis effectivement, c'est pour gagner. Si c'est ça la notion de privé, moi je ne sais pas. Si c'est ça la notion, c'est ça qu'on fait. Derrière tous ces débats, effectivement, en quoi nous allons arriver à des formes et des méthodes plus durables en termes de production, fondamentalement. Je pense qu'il y a un creuset. Voilà, moi, les trois sujets que j'essaie. Si déjà ça se trouve dans votre tiroir, comment les sortir? Si ça ne se trouve pas, comment creuser pour qu'effectivement qu'on ait des études qui nous éclairent sur ça, mais qui font des propositions en même temps plus pragmatiques, ne pas s'arrêter sur les constats, mais pragmatiquement, effectivement, qu'est-ce qu'on devrait apporter comme mécanisme qui seront plus durables, et le monde continue, quoi. Voilà. Sinon, nous, quand même, on va être très fatigués quand même de continuer à chaque fois de faire un match de football, de le reprendre demain. Voilà, c'est ça un peu ce qu'on est en train de vivre maintenant, hein, grosso modo. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Sall. Donc, les attentes sont bien notées pour la recherche et l'appui aux organisations paysannes. Je vais un peu changer l'ordre et me tourner vers Monsieur Dia. Monsieur Dia, vous aviez aussi quelques éléments autres à partager sur la question de l'entrepreneuriat féminin notamment.
Mais pour cette section du panel, je voulais savoir comment est-ce que les institutions comme les think tanks peuvent être intégrées dans vos stratégies d'intervention. On parle, quand on pense à l'USAID, on parle beaucoup de localisation, de la mise en œuvre des projets de développement, de localisation de la recherche. Quelles sont les opportunités que cette localisation peut offrir? Voilà, donc sur le premier point, sur l'appui aux femmes, c'était juste le fait de ne pas l'isoler. On a vu que la plupart du temps, quand l'appui est fait directement aux femmes, en ne prenant pas en compte, par exemple, toute la chaîne de valeur auquel l'appui intervient, souvent, ce n'est pas durable. Par exemple, une entrée par le marché est souvent beaucoup plus durable qu'une entrée par le champ. Où on vient, on donne des formations pratiques sur comment produire, on règle les questions techniques au champ, et après la fin du projet, l'affaire tombe en l'eau parce qu'on ne l'a pas connecté avec les autres acteurs de la chaîne de valeur sur laquelle cette femme intervient. Des fois même, j'ai vu des projets où c'est l'agent du projet qui va acheter les semences et qui donne au groupement de femmes. Après la fin, je lui ai posé la question, mais quand le projet va fermer, toi tu vas chercher du boulot ailleurs, qui va aller acheter les semences? Parce qu'ils ne savent même pas où est-ce que les semences ont été trouvées. Donc, ce genre de réflexion doit se faire au niveau pour l'appui aux femmes. Et les PTF devraient aussi, comme l'a dit un peu le président Nazirou tout à l'heure, c'est pas les premiers investisseurs, c'est les agriculteurs eux-mêmes, c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui portent leurs entreprises. On vient en appui. Mais des fois, on veut tellement être visible parce que quelque part, le taxpayer américain qui a donné l'argent, c'est ça qu'il attend de nous, qu'on montre qu'au peuple sénégalais, que le peuple américain est ami et tout ça. Et ça nous pousse des fois à mettre beaucoup de tableaux partout, où tu vois partout des tableaux, alors qu'en réalité, votre contribution dans ce qui est là-bas qu'on montre, ça ne fait même pas 10%. Parce que si on valorise le temps de travail des gens qui sont là-bas, leur investissement et tout, ça ne fait pas 10%. Et le fait d'avoir ce gros tableau a un autre effet psychologique dans notre population, parce que quelque part, ça nous met de complexes dépendance à l'aide. Alors qu'en réalité, l'État du Sénégal, ce qu'il met, plus ce que nous-mêmes, Sénégalais, agriculteurs ou entrepreneurs, on met, est de loin supérieur à ce que les PTF mettent. Et donc, il faut là aussi un changement de paradigme, mais ça, c'est un débat au niveau des PTF. Maintenant, au niveau de l'USAID, ce qu'il appelle localisation, c'est d'arriver à ce que les projets de développement soient mis en œuvre par des entités locales. C'est à ce niveau-là. Ce n'est pas telle localisation en termes de décentralisation, mais à ce terme d'avoir, au lieu d'avoir un partenaire d'exécution avec qui on a signé le projet et qu'on finance et qui est directement international, qu'on ait une entité du pays. Donc que l'IPAR, par exemple, puisse mettre en œuvre nos projets sur les réformes politiques, que Asprodep, Fordé, etc., fonds puissent mettre en œuvre eux-mêmes les projets d'appui aux exploitations agricoles familiales. C'est à ce niveau-là, et on est en train d'avancer petit à petit, parce que c'est la lourdeur en fait administrative qui pousse à aller vers les grandes organisations, parce que quelque part, les petites organisations en termes de système de gestion financière et en termes des montants que nous devons financer, parce que après tout, l'indicateur pour lequel je suis payé, c'est de débourser, de donner de l'argent. Si le taux de décaissement de l'argent qu'on a reçu est très faible, ça veut dire qu'on doit prendre l'aide qu'on donne au Sénégal et l'amener dans un autre pays puisqu'on n'arrive pas à le consommer. Donc, dans ces logiques-là, un projet de 42 millions de dollars me coûte moins de temps de gestion qu'avoir 5 à 10 projets de 4 à 5 millions qui seront à la taille de la capacité financière de l'organisation qu'on va appuyer. Et donc, ça nous amène à faire de gros projets et à aller trouver un partenaire d'exécution international. Donc, comment arriver à ça? On est en train de batailler là-dessus au niveau de l'USAID. Un projet nutrition qui a été mis en œuvre par NCBA Clousa, qui est une organisation américaine, est aujourd'hui divisé en 4 projets. 3, un que Ford met en œuvre au sud, un que Fond met en œuvre au centre, un que ONG 3D met en œuvre au fleuve. Et ça nous fait 3 fois plus de temps de travail, 3 fois plus de factures à gérer, etc. Donc, au niveau interne. Maintenant, c'est comment allier ça qui est un peu le challenge dans cette localisation. Et on veut le pousser aussi jusqu'à ce que les internationales, maintenant, on leur demande d'avoir dans leur consortium obligatoirement un certain nombre de partenaires locaux
qui vont mettre avec eux le projet en œuvre. C'est le nouveau projet d'Orel Mbaye où vous avez 5 organisations locales, dont IPAR et Asprodep, qui sont dans les membres dans le consortium pour mettre en œuvre. Et par là, ils apprennent les procédures et après, next step, qu'on puisse les financer directement. Donc, il y a aussi, tout à l'heure, une question qu'on n'a pas abordée. Pour moi, l'âge des exploitants, la question jeune. C'est vrai qu'il y a femmes, il y a jeunes, mais elle est là. Et aujourd'hui, la relève dans les exploitations pose problème, alors qu'on dit partout, c'est l'agriculture qu'on va utiliser pour créer plus d'emplois pour les jeunes. Et en même temps, on doit déconstruire aussi l'idée que les jeunes qui cherchent de l'emploi, c'est les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés sont la minorité, particulièrement parmi toute la génération de Sénégalais nés avant le PDF. Le plan décennal d'éducation et de la formation pendant les 10 ans sous Wade a permis de démocratiser l'accès à l'école. Ces générations qui ont connu ça ont auto-élevé. Mais les autres, ceux qui ont plus de 18 ans et qui ont terminé le cycle primaire, ils faisaient 48%. Donc les out of school sont beaucoup plus nombreux que les jeunes urbains qui ont un diplôme et qui peuvent manifester dans les rues. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on prévoit pour eux? Parce que si moderniser l'agriculture familiale, c'est amener des tracteurs, c'est amener de nouvelles technologies, c'est aussi réduire la main-d'œuvre sur le champ. Et donc, ces gens-là, si on n'appuie pas les petites entreprises qui sont dans la transformation à grandir et à pouvoir recruter, ils vont tous se retrouver à Dakar comme marchands ambulants. Parce que c'est le job où la barrière à l'entrée est la plus basse. Vous n'avez besoin d'aucun diplôme ni d'aucun capital pour commencer comme marchand ambulant. Donc, ils vont se retrouver ici. Et c'est ça le problème que nous vivons actuellement. Donc, comment faire pour un peu amener les jeunes à aller vers l'agriculture? Le CNCR fait des pas avec son collège des jeunes ruraux, mais il faut qu'on arrive à trouver des modèles d'affaires qui leur permettent de s'insérer en tant que membre de la famille. Parce que quand on est membre d'une famille qui a déjà ses terres, c'est moins compliqué. Si l'approche a bien intégré les dimensions socio-anthropologiques, c'est moins compliqué de l'appuyer que si on prend quelqu'un de la ville dont les parents n'ont aucune terre et on veut le mettre dans l'agriculture. C'est beaucoup plus compliqué. Et là-dessus, on doit faire un peu d'analyse et un peu d'effort à qu'est-ce qu'on appuie. Et j'avais bien aimé un des points de presse, je pense, du professeur Pape Abdoulaye Seck, quand il disait que la plupart des problèmes de l'agriculture, ça ne se passe pas sur le champ. Ce n'est pas là-bas où on a un problème, parce qu'on connaît les réponses là-bas. Les chercheurs ont déjà mis des technologies, on a plein de trucs, mais ça ne passe pas. Parce que quelque part, on n'a pas exécuté la stratégie qui a été décrite, on n'a pas exécuté la loi d'orientation agro-pastorale, on ne l'a pas exécuté, on n'a pas exécuté ce qui a été fait. Maintenant, dans les trucs de déconstruction, j'appelais ça Wagni wax sa xelaat yi. Jëfte wagni wax sa xelaat yi. Parce qu'on est très fort pour wax sa xelaat. Mais quand il s'agit, une fois que la pensée est dite, de l'exécuter, là c'est le désert. Et après 5 ans, on revient, on fait une évaluation, on se dit, on reprend. Non, comme le dit Nazir, on va encore reprendre et refaire les mêmes choses. Donc comment arriver à faire ce déclenchement-là? Je pense qu'on a ces genres de questions à pouvoir aborder. Et on est dans un momentum où peut-être on pourra utiliser la situation politique actuelle pour peut-être tenir un langage de vérité et ne pas se remettre sur les mêmes trucs. Parce que personnellement, c'est pas l'USAID, mais moi personnellement j'ai peur quand j'entends le ministre de l'Industrie, c'est mon grand, c'est mon ancien et tout, mais quand il dit je vais créer 45 agropoles parce qu'on a 45 départements, on rentre dans ce calcul théorique-là, où on dit on a 250 000 hectares, on va faire, un jour quelqu'un m'a dit on va faire 314 000 hectares de jatropha. J'ai dit, où est-ce que vous l'avez trouvé? Il me dit, parce qu'à l'époque, on avait 314 communautés rurales, quelque chose comme ça. Il m'a dit, chaque communauté rurale, 1000 hectares. Mais attends, pour une culture qui n'a jamais été faite en grande culture dans le pays, qui sert juste de faire les haies où les animaux passent pour sortir du village, et tu veux en faire en grande culture, la première année, il dit, chaque communauté rurale va faire 1000 hectares. Ça n'a jamais eu lieu. Et on rentre dans ce même type de logique. Là où Mme Tal va positionner son industrie, ça dépendra des opportunités économiques et d'affaires, etc. Et quels sont les coûts d'approvisionnement, tout ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on dicte. Ce n'est pas l'État qui va dicter aux entrepreneurs là où ils vont positionner leur industrie. Aujourd'hui, on a un cluster qui fonctionne sur le riz dans le département de Dagana, sans qu'on leur dise c'est là où vous allez mettre vos usines, etc.
c'est des privés, c'est eux qui ont cet esprit d'entreprise. Il faut qu'on sache que nous, on est des conseillers et que l'État puisse trouver des moyens d'être actionnaire minoritaire dans tout ce qui est fonction commerciale. Une minorité de blocage. Si on juge que cette fonction est commerciale, mais qu'elle est stratégique pour le pays, pour des questions de souveraineté ou quelle que soit la question, comme par exemple les questions de semences, qu'il soit dans des prises d'actionnariat de minorités de blocage. Je ne peux pas comprendre que l'unité de production de semences, par exemple, parce qu'on en a parlé, pour moderniser, il faut des technologies modernes. Aujourd'hui, on a plein de semences à fort potentiel, mais on ne les retrouve pas dans les mains des paysans. Et les multiplicateurs de semences nous disent, quand on commande au niveau de l'unité de semences de l'ISRA, on n'a pas les quantités qu'on commande. Parce que cette unité est au sein d'une administration qui n'est pas bon en fonction commerciale. Pour moi, c'est ma conviction personnelle. L'État est un mauvais commerçant. Donc, pour les fonctions commerciales, je peux comprendre que l'ISRA soit actionnaire avec une minorité de blocage dans cette unité, mais qu'elle ne la gère pas. Pour la multiplication, les chercheurs vont faire leur boulot et leur donner les semences, ils vont multiplier et vendre. Et là, quand on sera dans des logiques marchandes, qu'on trouve des business models qui fonctionnent. Donc, c'est ce genre de trucs qu'on retrouve un peu partout et qui bloquent un peu aussi la modernisation. Plein de questions qui bloquent la modernisation sur la agriculture ne sont pas chez les familles rurales ou sur le champ. Ils sont dans le système environnant où on doit trouver les appuis nécessaires pour que ça fonctionne. Les infrastructures de marché ne sont pas là. Ils ont le réseau, mais dans les dernières enquêtes de la DAPSA sur l'enquête agricole, on nous dit ils utilisent ça. Près de 80% d'entre eux utilisent le téléphone, mais pour d'autres choses, pas pour leur activité agricole. Alors que la digitalisation a un fort potentiel. Maintenant, comment y arriver? Quel business model trouver pour s'appuyer sur la digitalisation, avoir des données fiables qui peuvent piloter l'agriculture? Parce que moi, aujourd'hui, quand je regarde les données publiques, je fais confiance aux données superficie de la SAED parce qu'ils sont liés aux 80 000 francs qu'on paye par hectare de riz irrigué. Parce que je trace l'argent. Quand je veux avoir des données claires, je trace l'argent. Dans ce pays, l'argent, les données sont fiables. Donc, si ça vient de la douane, si ça vient du crédit agricole, si ça vient de là où on a dépensé, on le retrouve. Et là-dessus, on va voir. Et je n'ai vu aucune saison où on a eu 50 000 hectares emblavés. Donc, pourquoi cette théorie de mettre dans notre tête qu'on va emblaver 250 000 hectares? Alors qu'il n'y a aucune année depuis l'indépendance où il y a une saison où on a eu 50 000 hectares. On est par saison. Parce que sur les 97 000 aménagés, sur les 250 000, les 30 000 sont mal aménagés et sont exploités 0 fois l'année. Le reste, il n'y a que dans le Dagana où on a 20% d'hectares récoltés 2 fois l'année. Donc c'est un peu ce genre de truc qu'il faut qu'on revoie. En fait, il ne suffit pas d'avoir des données, il faut comprendre ce que veulent dire ces données et déconstruire, comme vous l'avez dit. On nous dit pourquoi la production de riz augmente alors que les importations augmentent. Mais il faut savoir lire les données et déconstruire. Il faut enlever cette idée parce qu'il faut regarder notre politique alimentaire. Aujourd'hui, comme on ne définit rien, les gens mangent plus de riz. Donc, chaque année, la quantité de riz par tête augmente. Parce que les gens dont le revenu augmente et qui mangeaient du couscous le soir commencent à prendre du riz. Le riz rentre de plus en plus dans les habitudes. Mais en même temps, le croît démographique. Donc, quand l'USAID a publié au niveau de Feed the Future que la production de riz a augmenté, les importations ont baissé, j'ai rapidement réagi pour leur dire non. La production de riz par tête augmente. Il y a des moments où l'importation par tête baisse. L'importation totale peut augmenter, la production totale augmente. Mais si la fonction consommation n'est pas drivée par les mêmes facteurs, parce que la consommation va dépendre de nos habitudes alimentaires et du croît démographique. Et ça n'a rien à voir avec la production. Donc tant que la production n'augmente pas à un rythme beaucoup plus élevé que la consommation, les importations ne vont pas baisser. Et effectivement, et c'est exactement le rôle qu'on peut avoir de décortiquer ces informations-là et d'expliquer ce que ça veut dire aux décideurs et au public. Pour les think tanks, j'avais dit à l'USAID que si vous me recrutez, comment IPAR va recruter? Les institutions internationales, ils nous piquent nos cas, après nous on a quoi? En plus de ça, mon petit frère qui a fait l'INSER de Bambey, qui après était bien, il s'est naturalisé canadien, il est parti. Depuis la grossesse de sa maman là, jusqu'à ce qu'il soit opérationnel, le Sénégal a dépensé. Et puis paf, il va de l'autre côté. Et après, ils disent qu'ils vont nous aider. Alors que eux,
la ressource qui travaille pour eux, ils n'ont rien dépensé pour l'avoir. Après, ils viennent, ils nous disent qu'ils vont nous aider. Après, on pique le directeur du BAM. Le directeur suivant, il est avec nous aussi. Et Djibi est avec nous. Donc après, maintenant, on dit on renforce vos capacités. Mais c'est un problème. La transition va être très difficile pour Ousseynou Ngom, qui lui aussi a été piqué. Donc, Ousseynou, qu'est-ce que comme représentant de la Fondation Hewlett, qui est une institution qui met de l'avant l'utilisation des données pour les politiques, comment est-ce que vous pouvez rebondir après Monsieur Dia? Merci beaucoup, Dr Tal. Quand je suis entré dans la salle, la première chose qui m'a marqué, c'est le sous-titre qu'on a sur la bannière derrière nous qui dit « Engager la prospective pour éclairer les décideurs ». Et c'est exactement ce que la Fondation Hewlett essaie de faire à travers l'une de ses sous-composantes. Alors, ça fait environ une quinzaine d'années que nous mettons des ressources un peu partout dans le monde, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest et de l'Est, pour favoriser des politiques qui sont orientées par des données, par des résultats de recherche. Et donc, en février de cette année, on a publié une nouvelle version de cette stratégie. Et donc, la nouvelle version est venue avec un changement de taille qui va dans le sens de localiser, comme l'a expliqué notre ami de l'USAID, mais au-delà de la localisation, on fait ce qu'on appelle de la décolonisation. Je vais un peu élaborer sur cette stratégie. Alors, elle cherche à augmenter et à améliorer la façon dont les données et les résultats de recherche sont collectés, diffusés, promus et utilisés dans les processus de décision politique. En faisant quoi? En agissant sur trois éléments. La demande, l'offre et enfin le système lui-même. Je vais peut-être commencer par l'offre qui concerne IPAR directement. Vous savez, en Afrique, il y a pas mal d'institutions très qualifiées, des think tanks, des centres de recherche, qui sont au cœur non seulement de la production, mais de l'analyse et de la mise à disposition de ces données pour que les politiques puissent les utiliser dans leur prise de décision. Donc, ce qu'on fait au niveau de l'offre, c'est vraiment doter en ressources et en capacités ces centres de recherche, ces think tanks, à travers des financements qui sont flexibles, c'est-à-dire des appuis institutionnels qui sont quand même assez conséquents pour vous permettre de fidéliser donc votre staff et empêcher que l'USAID vienne piquer au niveau de votre personnel. Donc j'ai été piqué, mais j'essaye d'empêcher d'autres de piquer à travers les financements. Le deuxième aspect sur lequel on intervient, c'est au niveau de la demande. Vous savez, depuis très longtemps dans nos pays, en tout cas l'essentiel des politiques publiques ont été motivées, je dirais, par du sentimentalisme et souvent par des motivations politico-politiciennes. Alors, il est nécessaire de faire un changement au niveau du mindset, au niveau de notre culture, pour que nos politiciens puissent comprendre, en tout cas la plupart d'entre eux l'ont compris, que les données doivent être au cœur des décisions pour répondre effectivement aux enjeux et aux problématiques, peu importe le secteur. Donc on travaille avec ces centres de recherche et au-delà de les aider, de les appuyer à fournir des données ou à faire comprendre ces données aux politiciens ou aux politiques, les amener aussi à faire ce changement de comportement, ce changement de mentalité. Et enfin, au niveau du système, bon, je dirais plutôt écosystème, vous savez, la chaîne de valeur des données, elle est très complexe. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent là-dedans. Quand je prends l'exemple des think tanks, c'est vrai, IPAR est plus spécialisé dans l'agriculture, les systèmes alimentaires, etc. Il y a d'autres comme vous qui travaillent dans le secteur de l'éducation ou de la santé. Et depuis très longtemps, ces acteurs ont agi d'une façon, je dirais, très cloisonnée et très isolée.
Alors qu'en recherche, on sait que les méthodes qui marchent dans un domaine peuvent marcher dans un autre domaine. Pourquoi ne pas favoriser la collaboration entre ces différentes structures? L'autre aspect de l'écosystème sur lequel nous agissons, c'est que pendant très longtemps, la Fondation Hewlett a été la seule fondation à dire « je vais financer donc, les prises de décisions politiques orientées par les données ». On a été seul pendant longtemps dans ce secteur. Donc on se sent un peu responsable et redevable d'attirer plus, je dirais, de partenaires techniques et financiers qui puissent injecter des ressources pour que donc les centres de recherche et les think tanks puissent opérer et faire le travail convenablement. L'autre aspect aussi qu'il faudrait souligner dans le cadre de cette nouvelle stratégie, en parlant de la localisation ou de la décolonisation, nous le savons tous, depuis des décennies, souvent ce sont des experts qui viennent d'ailleurs, qui viennent avec des données qui ont été collectées de je ne sais où et qui essayent de nous dicter donc des choses à faire. Alors, nous, en lançant cette nouvelle stratégie au mois de février, on a pris une décision très courageuse qui consistait à dire qu'il y a suffisamment d'organisations et d'individus très qualifiés dans nos pays qui maîtrisent le contexte local, qui savent naviguer dans la complexité des relations avec les politiques et qui sont aussi qualifiés pour produire des données et des résultats de recherche. Donc à partir de maintenant, on ne donne plus de financement à des organisations internationales dans le cadre de cette stratégie. Et c'est là où se trouve l'opportunité pour des institutions comme IPAR et vos partenaires dans la région, c'est-à-dire que l'ensemble du budget de cette sous-composante de la Fondation Hewlett est disponible intégralement pour des organisations qui sont basées ici, établies dans nos pays, de nationalité sénégalaise ou peut-être, je dirais, ghanéenne ou kenyane pour les autres pays, et qui sont, je dirais, reconnus pour le travail qu'ils font. Et donc c'est là que se trouve l'opportunité, et je vous invite à saisir cette opportunité, et je serai très fier aujourd'hui, par exemple, d'accompagner ce nouveau plan stratégique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ngom. On court après le temps et je voudrais laisser Madame Tall pour cette dernière intervention nous parler de ses attentes pour un accompagnement des PME. Mais quelles sont ces attentes, pas de façon générale, par rapport aux politiques, vous l'avez déjà évoqué, mais aussi par rapport à la recherche, puisque on a plusieurs institutions de recherche aussi qui sont dans la salle. Donc, Madame Tall, vos attentes vis-à-vis de ces différents acteurs. Merci. Alors, je vais dire un petit peu pêle-mêle, comme une liste de nos souhaits. Tout d'abord, moi, je pense que au niveau des politiques, il faut donner un signal fort aux entreprises. J'entends souvent, lors des colloques ou des séminaires, dire qu'il faut que les entreprises soient beaucoup plus formelles et la solution c'est de mettre à leur disposition des guichets de formalisation au niveau des régions, etc. Bon, bien sûr que non. Si la formalisation n'est pas attractive, les entreprises ne vont pas se formaliser. Donc là, il y a un véritable sujet. Et il faudrait revoir la fiscalité aussi. Vous savez qu'à partir du moment où vous êtes une entreprise formelle, vous êtes considéré comme n'importe quelle entreprise. Il n'y a rien au niveau de la politique fiscale qui dit qu'on va privilégier les PME ou les entreprises dirigées par des femmes ou des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire et qui produisent des aliments. Il n'y a pas ça. On est considéré au même titre qu'une autre entreprise. Et je pense que vu la spécificité de nos entreprises, il est important qu'on revoie justement le problème de la fiscalité des PME. Après, le problème du financement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de banque actuellement adaptée aux entreprises. Et il faudrait imaginer la banque qui sera dédiée à l'agriculture, à l'agroalimentaire et qui va accompagner les entreprises à différents stades de leur développement.
Parce que là, comme ce qui se passe actuellement, vous avez le microcrédit, et puis il n'y a plus rien, et puis vous avez le crédit qui, à moyen et long terme, avec des contraintes tellement énormes que les entreprises n'y ont pas accès. Donc je lance un appel là pour qu'on ait vraiment une banque dédiée à l'agroalimentaire qui ait une connaissance fine des problèmes, des acteurs et qui propose des financements qui sont vraiment adaptés et des remboursements qui sont aussi vraiment adaptés. Ça n'existe pas et il faut pouvoir étudier la question et l'imaginer. Ensuite, vous savez qu'actuellement, les emballages, les équipements, on les importe le plus souvent parce que lorsqu'on atteint un certain stade de développement ou si on s'intéresse vraiment à la sécurité sanitaire, etc., donc on veut avoir les emballages adaptés, on veut produire selon des process qui soient vraiment adaptés, on est obligé de les importer. Et savez-vous que les droits de douane et les taxes, selon ce qu'on importe, ça peut être de 25 à 50%. Donc c'est énorme. Et donc, moi, je me dis que dans une approche où on veut justement mettre en avant la spécificité des entreprises agroalimentaires, il est important de se pencher sur cette question-là des emballages. Et puis, pour moi, le consommer local, c'est un slogan, c'est un vœu pieux, mais il n'y a pas vraiment de campagne nationale, imaginative, de promotion des produits locaux. Et je pense que là, la recherche peut intervenir justement pour bien travailler sur les productions locales, mais il faudrait aussi que les politiques prennent en charge et de manière organisée, rationnelle, cette problématique de consommer, de production locale et de consommer local. Et puis, il faut absolument, et c'est important, puisqu'on doit faire de la qualité, on doit faire des produits sains, on doit faire des produits accessibles, donc il faut un accompagnement dans la mise aux normes des entreprises et dans la certification des entreprises. Actuellement, si vous voulez, Fruital a été certifié ISO 9001 dernièrement, le coût de la certification, c'est plusieurs millions. Heureusement qu'on a eu un appui de la GIZ qui nous a permis, voilà, pour la première année en tout cas, qui a pris en charge une partie du coût de cette certification. Mais après, si vous voulez continuer, la certification, elle se répète chaque année et il faut chaque année avoir les moyens de se faire certifier. Et là, je pense qu'il nous faut avoir des normes nationales, des organismes de certification au niveau national pour que le coût de la certification ne soit pas aussi important. Et c'est ça qui peut faire la différence, parce qu'il y a quand même une petite suspicion sur certains produits locaux. Et si on veut redorer le blason des produits locaux, il faudrait donner aux entreprises les moyens de prouver qu'elles font de la qualité. Et puis, comme Monsieur Dia a parlé d'agropole, j'aimerais... voilà, il y a on parle d'agropole, on parle de zones industrielles. Et allez voir et vous verrez qu'il y a très peu de PME, il n'y en a pratiquement pas de PME agroalimentaires dans ces zones industrielles. Alors l'agropole est là, mais quelles sont les mesures vraiment incitatives? Est-ce qu'il y aura un quota pour les entreprises agroalimentaires? Est-ce qu'il y aura un accès privilégié pour les femmes? On ne sait pas. Pour moi, ça n'est pas très concret et on va se retrouver avec des agropoles qui vont être qui vont aller à des entreprises beaucoup plus grosses ou des entreprises étrangères, etc. Parce que si vous allez sur le site industriel de Diamniadio, par exemple,
Vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères. On a l'impression que ce qu'on fait, c'est justement pour attirer les entreprises étrangères et qu'il n'y a pas d'incitation pour les entreprises locales et pour les petites entreprises locales. Ça veut peut-être dire qu'on ne leur fait pas confiance et qu'on ne pense pas qu'une petite entreprise locale peut devenir, croître et devenir une grande entreprise. Donc il y a des problèmes là, et je pense que cette histoire d'agropole, là, il faut vraiment l'étudier, et il faut qu'il y ait un quota d'hectares pour les femmes avec des conditions vraiment pour faciliter leur accès. Moi, j'ai l'exemple de Bobo Dioulasso, par exemple. Je connais beaucoup d'entreprises qui font partie de mon association, mais on leur a donné des hectares. On leur a donné, ce qui leur a permis d'avoir des prêts au niveau des banques, d'apporter des garanties, etc., de développer leur entreprise. On leur a donné en leur disant, mais quand vous arriverez à un certain niveau, on verra comment vous régulariser, et voilà. Mais il faut qu'on ait aussi ce genre d'approche, parce que je vois dans des pays comme le Mali, etc., il y a des politiques comme ça où on vraiment facilite l'accès aux zones industrielles. Ici, c'est la croix et la bannière. Il n'y a pas de petites entreprises dans les zones industrielles. Et attendons de voir ce qui se passe au niveau des agropoles, mais comme ça n'est pas encore vraiment fait, il faudrait vraiment qu'il y ait du plaidoyer pour que des espaces soient réservés aux petites entreprises et aux entreprises dirigées par des femmes. Après, recommandations plus principalement vis-à-vis de la recherche. Vous savez que je ne veux pas dévaloriser tout ce qu'on fait, mais c'est un petit peu le prolongement de ce qu'on fait dans nos maisons. Il n'y a pas beaucoup d'innovation. Et moi, je pense qu'il faut vraiment développer la recherche, l'innovation. Actuellement, on parle beaucoup de biotechnologie, on parle d'intelligence artificielle. Mais comment les utiliser pour produire des aliments sains, nutritifs, tout en réduisant les coûts de production? Pour moi, c'est vraiment un problème et c'est un sujet pour la recherche.